Bonjour, donc vous allez avoir deux tutos concernant la mise en place du TPUV en distanciel avec les questions qu'il faudra répondre à mettre dans votre compte-rendu que vous allez rendre au plus tard le vendredi 27 mars à 16 heures. Donc dans le dossier qui vous a été indiqué par le message que vous avez reçu sur Eprel, faites le dépôt entre 14 heures et 16 heures, et pour ceux qui ont peur qu'on copie sur leur compte rendu qu'ils ont déjà rendu, ce que je veux bien croire, déposez-le au plus tard, au plus près de 16 heures, d'accord? Comme ça, vous êtes sûr que les gens n'auront pas le temps de copier sur vous. Après 16 heures, je ferme l'ensemble, je copie, je colle, et tout ce qui sera déposé, si je n'ai pas eu de message de contre-indication, ne sera pas pris en compte. Je tiens à indiquer à la personne qui m'a envoyé un mail comme quoi elle n'avait pas eu le temps de me déposer la première partie, à qui j'ai répondu dans les 10 minutes qui ont suivi, qui ne m'a toujours pas répondu depuis 4 jours, que je ne prendrai pas en compte son compte rendu si je ne l'ai pas reçu demain, donc demain, lundi matin, avant 10 heures. Donc le but de ce TP est de déterminer en utilisant la spectrophotométrie UV, le pK du bleu de bromothymol. D'accord? Donc voici la structure du bleu de bromothymol sous sa forme acide. Ce composé peut être déprotoné pour donner une forme basique qui va changer de couleur. En fait, le bleu de bromothymol est utilisé en tant qu'indicateur coloré pH métrique. Donc vous avez ici la couleur de la forme acide, c'est-à-dire de ce composé-là. Ici de la forme basique. Donc la forme basique est obtenue quand vous versez de la soude. Ce composé-là se déprotonne, d'accord, et vous arrivez à la forme basique. Dans les deux molécules, le système pi conjugué n'est pas le même. Conclusion, les orbitales n'ont pas les mêmes niveaux d'énergie. Et du coup, la transition pi étoile, d'accord, ne sera pas de même valeur. Si vous avez un certain niveau pi, un autre niveau pi étoile, d'accord, donc pi étoile, que vous avez une différence d'énergie, cette différence d'énergie, si vous irradiez votre molécule avec une certaine longueur d'onde h nu, vous serez capable d'absorber cette longueur d'onde si elle est égale à la différence d'énergie qu'il faut pour faire passer la molécule de son état fondamental à son état excité. Si vous n'avez pas la même différence, les mêmes orbitales, forcément, vous n'aurez pas la même différence d'énergie. Et conclusion, vous aurez une autre fréquence, donc une autre longueur d'onde. Donc le but du jeu, c'est de déterminer le pK en regardant les espèces acides et basiques, en déterminant dans un premier temps le lambda max de chacune, donc c'est-à-dire que chacun des composés va avoir son lambda max, qu'il va falloir déterminer, mais également son coefficient d'extinction molaire, parce que ce qu'on va faire, c'est mesurer l'absorbance, A égale epsilon L, la concentration de l'espèce en question. Donc epsilon, c'est le coefficient d'extinction molaire, ça caractérise la manière dont la molécule absorbe au lambda max la lumière. Est-ce qu'elle absorbe bien? Epsilon va être énorme, si elle absorbe très peu, epsilon va être faible. En gros, si une molécule est bleue mais que le epsilon est faible, elle va être bleue très pâle. Si la molécule est bleue mais epsilon est très grand, le epsilon va être énorme. Et quand je dis énorme, c'est pas vous allez passer de 1 à 1,4, non, vous allez passer de 10 à 10 millions. D'accord? Ce qui est important dans l'epsilon, c'est plutôt l'ordre de grandeur. En général, on regarde plutôt ce epsilon en termes d'échelle logarithmique. Donc, qu'allons-nous utiliser ? Nous allons utiliser un spectrophotomètre UV visible. Alors ça marche comment? En gros, quelque part dans la machine, vous avez une lampe, d'accord, qui va émettre tout un tas de longueurs d'onde. Cette lumière va arriver sur un monochromateur, c'est-à-dire quelque chose qui va laisser passer qu'une seule et unique longueur d'onde. Donc typiquement, vous prenez votre spectre de lumière et vous le faites passer à travers un prisme. Ça vous donne un arc-en-ciel. Et à la fin, en fonction de l'inclinaison de votre prisme, vous allez orienter plus ou moins une certaine longueur d'onde à travers un petit trou. À travers ce trou va passer donc une seule unique longueur d'onde.
Cette longueur d'onde va passer à travers une cuve et donc être absorbée ou pas. Ce qui veut dire qu'il faut être capable de mesurer l'intensité avant, l'intensité après. Donc, en fait, on ne va pas mesurer l'intensité avant, l'intensité après. Ce qu'on va faire, c'est un double faisceau. C'est-à-dire, je reprends. Votre lumière, elle est ici. Vous éclairez. Vous avez votre système de monochromateur, c'est-à-dire ce qui permet de sélectionner qu'une seule unique longueur d'onde, et par un système de miroir, donc vous allez faire réfléchir les lumières de manière à arriver dans deux trajectoires différentes. L'une va traverser une cuve de référence et l'autre va traverser la cuve de votre échantillon. Ce qui va sortir de la cuve de référence, ça va être I0, ce qui va sortir de votre cuve, ça va être I. Et vous allez mesurer A égale log de I0 sur I. Plus ça absorbe, plus I va être faible, conclusion, plus l'absorbance va être grande. Et vous allez mesurer ainsi l'absorbance en fonction de la longueur d'onde, c'est-à-dire vous allez faire un point, un premier point pour une longueur d'onde, puis vous allez faire tourner le prisme un tout petit peu, ça va envoyer à travers le trou une autre longueur d'onde, une autre couleur. Vous allez remesurer un deuxième point et ainsi de suite, et vous allez ainsi de suite tracer vos courbes. Ce qui veut dire que dans votre cuve, dans votre spectrophotomètre, il va falloir introduire deux cuves. Une première cuve, une deuxième cuve. La cuve de votre échantillon, la cuve de référence. C'est quoi une cuve de référence? C'est le même type de cuve avec le même matériau, avec la même solution, sauf l'échantillon à analyser. Donc, dans un premier temps, nous allons caractériser les formes acides et basiques du BBT. Donc ça, ça aurait été la première manip que vous auriez fait. C'est-à-dire que dans un bécher, pourvu d'un baromagnétique, vous allez placer 0,5 ml de la solution mère de BBT et vous allez rajouter également 20 ml dans un premier cas de solution de NaOH à 0,2 mol par litre et dans l'autre cas de HCl à 0,2 mol par litre. Donc dans un cas vous êtes en milieu très basique, dans l'autre cas en milieu très acide. On suppose que dans l'un et l'autre vous êtes très éloigné du BBT. Vous pouvez ainsi connaître la concentration en BBT que vous avez à l'intérieur. Elle est soit sous la forme acide, INDH, soit elle est sous la forme basique. Vous allez prendre une cuve. D'accord? Remplir cette cuve, la vider. Re-remplir la cuve, la vider. Pourquoi? Parce que vous allez être sûr que ce que vous allez mesurer, c'est exactement à la bonne concentration de ce que vous avez. Il est important de bien mesurer la concentration et de ne pas polluer votre échantillon ni votre cuve par toutes les crèmes que vous pourriez avoir sur les doigts et ainsi de suite. Donc, on tient bien les cuves dans le bon sens. Et ensuite, vous allez tracer les spectres UV. Vous avez ici la forme basique et vous avez ici la forme acide. Donc ceci vous est donné en annexe 1 et annexe 2 dans le drive. D'accord? À partir de ça, on va demander à la machine de nous sortir le maximum ici. Le maximum là. Elle va vous donner l'absorbance et le lambda de ce point. À partir de ça, vous savez que A égale epsilon L, la concentration C. Vous mesurez l'absorbance, la concentration, vous l'avez calculée par calcul de la dilution, c'est ce que vous me avez rendu dans la première partie du compte rendu. L, alors attention, L c'est 1 cm. Et l'unité de la loi de Beer-Lambert, c'est ridicule, c'est idiot, je sais, mais ça n'a jamais été mis à jour puisque ça date bien avant les normalisations. L'unité est le centimètre. Conclusion, vous pouvez en sortir epsilon. Attention, vous avez deux epsilon à sortir, deux lambda max, l'une pour la forme acide, l'autre pour la forme basique, et je tiens à voir les unités de tout ça. D'accord? Je vous ai donné les informations pour tout ça. Donc,
Première question, pourquoi faut-il laver la cuve? Qu'est-ce qui se passerait si la cuve n'était pas bien lavée? Deuxième question, faut-il impérativement que cette cuve soit sèche ou si c'est pas grave, s'il reste quelques gouttes d'eau distillée parfaitement nickel? En fonction des deux graphes, vous allez calculer les lambda max des formes acides et basiques et calculer les coefficients d'extinction molaire. Donc ceci permet de caractériser les deux composés sous la forme acide, sous la forme basique, avant d'attaquer la deuxième partie qui sera donc pour le deuxième tuto.